l'état des lieux au Cameroun. C'est vrai que vu initialement comme ça, si nous restions très rigoureux sur l'intitulé, on risquait de perdre quelque chose. C'est ainsi que nous avons préféré aller un peu plus largement et de façon plus méthodique en parlant d'abord de la maladie, le rhumatisme articulaire aigu, et ensuite ses séquelles, c'est-à-dire les valvulopathies rhumatismales. Et nous n'avons pas la prétention de connaître l'état des lieux de cette maladie au Cameroun. Nous sommes un peu limités pour illustrer la chose dans le centre où nous travaillons, à savoir le centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya. Mais ce centre, par sa situation au cœur de la capitale politique du Cameroun, capitale qui a près de 4 millions d'habitants, et le centre a un coût de prestation très modeste. Avec 2000 francs, on peut rencontrer un pédiatre, on peut rencontrer n'importe qui avec 2000 francs CFA. Ça, c'est pas, on ne le verra pas ailleurs. Ceci fait que la fréquentation du centre, elle est assez élevée, environ 27 000 consultations par an. La capacité d'accueil est de 360 lits. Nous avons en permanence 11 pédiatres, 15 médecins généralistes et en fonction des périodes, nous pouvons avoir 20 à 30 résidents de pédiatrie. Nos malades viennent de tout le pays et sont issus de toutes les couches socio-économiques du pays. Et l'âge limite, c'est moins de 16 ans. Donc nous pensons que les données qui viennent de ce centre peuvent assez bien illustrer ce qui se passe au Cameroun, même si ce n'est pas tout à fait exact. Et donc, la première étape, ce sera de parler du rhumatisme articulaire aigu. Alors pour ce travail, nous avons pris la période de janvier 2006, date à laquelle nous avons commencé le travail dans ce centre, à décembre 2021. Et la collecte des données était rétrospective à partir des registres de consultation externe. Les registres de consultation externe ont une colonne où on marque le diagnostic. Et les registres des services où on met le diagnostic de sortie. Et nous avons également consulté la base de données informatisées et centralisées qui se trouve à la direction de l'hôpital. Alors, de janvier 2006 à décembre, nous avons consulté près de 440 000 enfants. Les pathologies les plus fréquentes, c'était bien évidemment le paludisme, les infections respiratoires hautes et basses, les maladies digestives. Bref, c'était des maladies infectieuses. Les 3 premières causes de morbidité, c'était les maladies infectieuses. Le diagnostic de rhumatisme articulaire aigu en tant qu'entité aiguë a été posé 87 fois, c'est-à-dire 5,4 fois par an, parce que ça c'est sur une période de 16 ans. Donc une prévalence hospitalière de 0,02%. Alors ce chiffre, c'est vrai, on va dire que le rhumatisme articulaire aigu a régressé, mais ce chiffre nous paraît très en deçà de la réalité. Nous paraît très en deçà de la réalité parce que malheureusement, la majorité d'études en Afrique ont mélangé rhumatisme et cardiite rhumatismale. Sinon, nous avons trouvé une étude à Rabat, par ZINAP, au centre hospitalier de l'enfant de Rabat, qui trouvait une prévalence 10 fois plus que celle-ci, tandis que Malola, au centre hospitalier régional de Kinshasa, avait des chiffres 5 fois plus élevés. Donc, nous pensons que ceci ne reflète pas vraiment la réalité. Et surtout, quand nous voyons la première cause de morbidité, le paludisme et les infections respiratoires, nous pensons que le rhumatisme articulaire aigu ayant une présentation qui peut simuler le paludisme, il y a beaucoup de cas qui seraient sûrement passés avec un diagnostic de paludisme. L'âge moyen au diagnostic était de 10,7 ans. Le sexe ratio était à la faveur des filles. Et le diagnostic a été posé le plus souvent par les pédiatres. 3 quarts de fois, c'était posé par les pédiatres. Et là, ce que je ne vous dis pas, c'est que sur les 66 diagnostics, j'ai posé personnellement 51. C'est dire, je ne vois pas quand même 80% des enfants de cet hôpital. Les résidents de pédiatrie ont posé un cinquième de diagnostic. Les médecins généralistes ont posé 3,4% seulement du diagnostic de rhumatisme articulaire aigu pendant cette période. Les résultats des ASLO ont été retrouvés chez 41 patients
et ils étaient tous fortement positifs. Quelle était la présentation clinique? La fièvre était permanente. Nous avons trouvé les dossiers de 52 patients. La fièvre était constante. Les signes articulaires qui allaient des arthralgies aux tuméfactions articulaires chez 86% des patients. Le souffle cardiaque également chez presque la moitié des patients. On trouvait les nodules sous-cutanés chez 15%, la chorée chez 9% et l'érythème marginé était le signe dans les signes cliniques majeurs le plus rare. Voilà donc pour la situation en termes de rhumatisme articulaire aigu. Nous allons parler à présent des séquelles valvulaires. Pour cela, nous avons travaillé sur une période de 9 ans, période pendant laquelle nous avions en permanence un appareil d'échocardiographie au centre mère et enfant. La collecte des données se faisait sur le registre de salles d'échographie où nous avons une colonne diagnostique et nous avons mis exprès, parce que nous nous intéressions vraiment à cette maladie, nous avons mis exprès une colonne qui signalait la valvulopathie qui nous semblait d'allure rhumatismale. Et en fait, après, quand nous avons discuté avec le professeur Dudier, nous avons ajouté une colonne sur HTAP. Nous avons utilisé un appareil d'échographie de marque Acuson avec une sonde adulte et enfant. Nous avons utilisé tous les modes classiques de l'échographie et le même opérateur a vu tous les patients dont les résultats vous seront présentés. Et la valvulopathie rhumatismale a été définie par les critères qui étaient prédéfinis selon les types d'atteinte par la World Heart Federation Criteria for the Echographic Diagnosis and Rheumatic Heart Disease in individuals less than 20 years. Et était considéré comme une sténose mitrale et un épaississement des feuillets valvulaires avec perte classique de la forme M. Une insuffisance mitrale, c'était un défaut de coaptation des feuillets valvulaires. Et grand feuillet faisant prolapsus le plus souvent dans l'oreillette gauche, un épaississement de feuillet et une fuite plutôt latérale. La maladie mitrale, c'est l'association des deux, sténose et fuite. La sténose aortique et l'insuffisance aortique étaient également définies par ces mêmes critères. En ce qui concerne l'insuffisance tricuspide et l'insuffisance pulmonaire, en plus des définitions, nous avons pris en compte les flux de pleure couleur qui étaient plus abondants que les flux physiologiques habituels que nous rencontrons sur ces valves-là. Alors les résultats. 2235 échographies ont été faites et les cardiopathies congénitales pendant cette période-là représentaient 1230. Les cardiopathies acquises 429, dont 206 valvulopathies. Donc il y avait 23 valvulopathies par an, soit une prévalence de 0,07%. Les cardiopathies mixtes étaient 7. Alors l'âge moyen de découverte des valvulopathies était de 12,4 ans, avec des extrêmes de 2 à 16 ans. Le sexe ratio était encore une fois de plus à la faveur des filles. Là, ce tableau représente les différentes lésions valvulaires que nous avons retrouvées et nous avons 4 voire 5 enseignements. La lésion la plus fréquente était l'insuffisance mitrale. C'était la seule lésion isolée qui représentait 60%. Le deuxième constat, c'est que en plus, quand il y avait une atteinte de plus, elle se faisait en plus de l'insuffisance mitrale. Donc l'insuffisance mitrale était permanente chez tous les sujets que nous avons vus. Troisième enseignement, l'âge de prédilection c'était à 15 ans. Si ceci n'a rien de spécial compte tenu de l'âge et de la largeur de cet intervalle, il y a quelque chose qui est quand même impressionnant, à savoir la présence des valvulopathies chez les enfants de moins de 5 ans. Nous avons trouvé des valvulopathies chez les enfants de 2 ans. Notamment, 2 enfants avaient une insuffisance mitrale sévère et nous n'avons pas douté que ce soit rhumatisme parce que ça avait des caractéristiques échocardiographiques d'une insuffisance mitrale. Et ces enfants avaient cette particularité d'avoir une malformation ORL. Ils avaient des fentes labiopalatines et faisaient des infections ORL à répétition. Et la dernière chose, c'est dans la littérature, on parle d'une quasi-absence d'atteinte pulmonaire, mais nous avons trouvé une atteinte des valves pulmonaires, c'était chez 4 patients. Voilà, mesdames et messieurs, l'état des lieux sur les séquelles valvulaires.
qu'est-ce que nous pouvons retenir? Que le rhumatisme articulaire aigu nous semble sous-diagnostiqué à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, que le défaut diagnostic est préjudiciable parce que non traité, les séquelles vont être là, que les valvulopathies sont justement fréquentes et la prise en charge elle est coûteuse, que la valve mitrale peut servir de sentinelle. On peut donc utiliser l'interrogatoire de la valve mitrale à l'échographie pour dépister et savoir s'il y a une atteinte valvulaire rhumatismale ou pas, que nous avons besoin d'une sensibilisation des populations et la formation du personnel médical. Ceci sera l'œuvre, en plus des écoles de médecine, ce sera l'œuvre de la SOCAPED, de la Société camerounaise de cardiologie, que le registre national de rhumatisme articulaire aigu et des valvulopathies serait le bienvenu et que la prévention dans ces volets primordial, primaire, secondaire reste l'arme principale de prise en charge en attendant la mise sur pied d'une vaccination, mais qu'avant tout, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations qui pourrait nous faire sortir de ce gouffre. Merci.